Un bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est l'heure de la grande édition dont voici le sommaire. Il y a tout d'abord le procès Sostène Munyemana à la cour d'assises de Paris et l'ambassadeur de France au Rwanda, Excellence Antoine Onfray, apprécie la coopération entre les deux pays qui permet d'organiser les procès des suspects génocidaires se trouvant sur le sol français. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Alors que le procès Sostène Munyemana est en cours à la cour d'assises de Paris, l'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Onfray, apprécie la coopération entre les deux pays qui permet d'organiser les procès des suspects génocidaires se trouvant sur le sol français. Suivons. Vous savez, il y a effectivement maintenant des procès sur un rythme relativement soutenu en France, des procès de présumés génocidaires rwandais résidant en France. Depuis décembre 2021, enfin novembre 2021, il y en a eu 4. Claude Munyemana, ensuite il y a eu Buchi Baruta, je crois, Atege Kimana et maintenant Sostène Munyemana. Et en fait, tous ces gens, généralement, ont commis des crimes abominables. Il se trouve qu'un certain nombre, c'était du côté de Boutaré, donc il y a une radio de Boutaré là, et c'est important. Sostène Munyemana, c'est Toumba près de Boutaré, et leurs victimes, on sait très bien que ce sont des personnes qui, pour l'essentiel, ne parlent ni français ni anglais, mais ne parlent que le Kinyarwanda, ne comprennent que le Kinyarwanda, ce qui est normal, c'est leur langue maternelle. Et en fait, pour que ces personnes, leurs victimes, les survivants, les proches, les proches des coupables aussi, pour que ces personnes comprennent ce qui se passe en France, il faut effectivement qu'il y ait votre intermédiation, que vous puissiez, vous journalistes, avec notamment les 2 relais, j'y reviendrai tout à l'heure, qui vont partir en France demain, que vous puissiez expliquer à vos lecteurs, pour les journalistes de la presse écrite, et à vos auditeurs, pour ceux de la radio et éventuellement de la télévision, ce qui se passe en France, pour qu'ils comprennent qu'effectivement, la justice est en train de passer en France aussi maintenant. Le coordonnateur national a parlé effectivement de la nécessaire lutte contre l'impunité. C'est vrai que pendant trop longtemps, on n'a pas fait de procès en France. Le premier procès, c'est 2014. C'est Simbi Kangwa qui a été condamné, je crois, à perpétuité. Mais donc ça signifie qu'entre 1994 et 2014, on n'a pas fait de procès. Alors, le procès de 2014, il a été préparé avant, parce que ce qu'il faut savoir, mais ça le colonel Le Saff qui reviendra tout à l'heure certainement, lors de la séance de questions-réponses, c'est que ces procès, c'est beaucoup de travail en amont. C'est un gros travail d'enquête, d'instruction, etc. Mais c'est vrai que malheureusement, pendant trop longtemps, pour des tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir, il n'y a pas eu de procès de présumés génocidaires en France, et donc certains présumés génocidaires, même la plupart des présumés génocidaires, pouvaient penser que la France était un refuge pour eux. Bon, maintenant, ça, c'est fini. C'est-à-dire qu'effectivement, malheureusement, compte tenu du stock que l'on a et du temps qui passe, et des délais, et de la lourdeur de l'organisation de ces procès, tous les présumés génocidaires qui sont en France ne seront pas jugés. On n'y arrivera pas. Mais en revanche, tous les présumés génocidaires qui résident en France maintenant sont des gens qui sont inquiets, sont des gens qui n'ont plus la conscience tranquille. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'ils savent que quelque part, la main de la justice peut les rattraper. Vous voyez, ça, c'est capital. On reste avec l'ambassadeur Antoine Onfray, mais dans un angle de développement socio-économique. L'ambassade de France au Rwanda a commencé à délivrer des visas Schengen de court séjour. L'ambassadeur de France au Rwanda nous fournit ici les détails sur cette opération. Certains d'entre vous, j'imagine, auront l'occasion peut-être, dans un avenir plus ou moins lointain ou plus ou moins proche, de demander des visas à l'ambassade de France, puisque maintenant on en délivre. Je voudrais donner quelques précisions sur la manière dont ça se passe. Il y a une chose qui est très importante, c'est de faire ça bien en avance. Minimum 3 semaines en avance. C'est-à-dire que la personne qui demande un visa le vendredi soir pour un départ le lundi matin, ça ne marche pas. Voilà, ça ne peut pas marcher. Faut être très clair. Voilà. Donc, et alors je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plusieurs raisons. Déjà, en fait, quand vous demandez un visa, vous venez pas à l'ambassade. Il faut aller à VFS. VFS, c'est notre prestataire de service qui se trouve dans la tour de la Cogebanque à Kiyovu. Et en fait, c'est eux le front office, c'est VFS le front office pour les visas. C'est là que vous ferez la biométrie, c'est là que vous remplirez le dossier, etc. Et quand votre dossier sera considéré comme complet,
votre dossier avec le passeport sera transmis à l'ambassade. Et là, évidemment, ce seront des fonctionnaires de l'ambassade, des agents publics français, qui vont déterminer si vous obtiendrez votre visa ou pas. Mais alors là, alors que jusqu'ici, j'ai été dithyrambique sur la Belgique, là, je vais être un petit peu critique, comme il y a une représentante de l'ambassade de Belgique ici. Il faut savoir que les visas donc, que la France attribue, c'est les visas Schengen. Hein, alors il y a 27 pays dans Schengen, 28, je ne sais plus très bien, et il y a un pays qui impose une consultation obligatoire pour les titulaires de passeports rwandais, donc en fait pour les ressortissants rwandais, c'est la Belgique. Et donc la Belgique nous impose un délai en moyenne de 8 jours, c'est-à-dire que, imaginons que, par exemple, Jean Chrysostome aille en France. Bon. Moi, je le connais bien, il n'y a pas de problème. On sait qu'il va y aller, il aura les moyens de subvenir je dirais, à ses besoins pendant son séjour, et on sait qu'il va revenir. Parce que c'est ça qui est la clé, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens viennent et reviennent. Enfin, partent et reviennent. Vous voyez, c'est initier un cercle vertueux. L'idée, c'est pas que les gens restent en France, parce que sinon, évidemment, après, on se fait taper sur les doigts par notre hiérarchie. Voilà. Et donc, mais s'il vient, par exemple, demain, pas demain, on va dire lundi, parce que demain c'est samedi. Lundi, pour partir mardi, même si je sais qu'il est bien sous tout rapport, je ne peux pas lui attribuer un visa Schengen. Parce qu'il y a la consultation des Belges. Et les Belges nous imposent 8 jours. En revanche, eux peuvent délivrer un visa en 24 heures, vous voyez, parce que, bon, donc là, il y a quelque chose qu'on va essayer de résoudre avec eux, parce que, voilà, parce que c'est pas tout à fait normal. Alors, ce qu'on peut faire, nous, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait pour les 2 journalistes qui partent ce soir, parce qu'en fait, comme ces 2 journalistes, RCN, Justice et Démocratie, et Pats Press, nous les ont adressés un petit peu tard, c'est comme ça, on n'a pas été en mesure de leur délivrer des visas Schengen, et on leur a délivré ce qu'on appelle des visas territorialement limités. C'est-à-dire qu'en fait, c'est limité à la France. Ils ne peuvent rester qu'en France. S'ils vont en Belgique, par exemple, ou même en Allemagne, ou enfin bref, dans un autre État Schengen, ils sont en situation irrégulière. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il y a une contrainte par rapport au vol que vous devez prendre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut avoir, si vous avez un visa territorialement limité, ça signifie que votre point d'entrée dans l'espace Schengen, territorialement limité à la France, ça doit être la France. Donc, en l'occurrence, Paris, généralement, ça peut être un... Et donc, ça signifie que ou bien vous prenez le vol Rwandair, qui est direct, Kigali-Paris, ou alors vous prenez un vol si vous voulez passer par Addis Abeba ou par Nairobi ou par Istanbul. Vous voyez, parce que là c'est des pays hors Schengen. Vous pouvez faire un transit par exemple. Vous pouvez faire Kigali-Nairobi, Nairobi-Paris. Vous pouvez faire Kigali-Addis, Addis-Paris. Vous pouvez faire Kigali-Istanbul, Istanbul-Paris, ou Istanbul-Lyon-Marseille, etc. Parce que Turkish Airways a un réseau assez étendu si vous allez ailleurs qu'à Paris. Mais le plus simple, en fait, c'est parce que vous avez votre compagnie nationale Rwandair, finalement, si vous allez à Paris, si votre destination est Paris, c'est de faire Kigali-Paris. Pierre Dipédy, reporter du service Afrique au journal Le Monde, ayant beaucoup travaillé sur le Rwanda, vient de publier un roman Murabeho. Dans un entretien avec notre collègue Jean-Damascène Manishimwe, il revient sur ce roman. Suivez. Nous accueillons dans ce journal Pierre Dipédy. Vous êtes reporter du service Afrique du journal Le Monde, ayant beaucoup travaillé sur le Rwanda. Et surtout, vous êtes auteur de Murabeho, un livre publié il y a quelques jours. Pierre, bonjour et bienvenue à TV Rwandaise. Bonjour Jean-Damascène, merci beaucoup de m'accueillir et bonjour à tous. Ah oui. Murabeho, c'est un livre que vous venez de publier. D'abord, la première question, pourquoi ce titre en Kinyarwanda Murabeho? Il y avait moyen de le dire, de l'écrire en français, mais vous avez préféré Murabeho en Kinyarwanda, au revoir. Pourquoi? Alors d'abord, comme vous l'avez dit, et je viens au Rwanda depuis plusieurs années maintenant, ça doit être à peu près une quinzaine de fois, je suis venu chez vous au Rwanda, et un jour on m'avait expliqué la signification de Murabeho, qui comme vous l'avez dit signifie au revoir, oui, mais également ne meurs pas avant que l'on se revoie. Et j'ai trouvé ça extrêmement beau, et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête, et je me suis dit, tiens, un jour, peut-être que j'utiliserai ce terme. Je ne savais pas encore que je ferais le livre. Oui. Et au moment de faire le livre, lorsqu'il a fallu choisir un titre, eh bien, je dois dire qu'il s'est imposé très naturellement. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de long débat avec l'éditrice. Elle a trouvé aussi que c'était un très joli mot. Et je tenais à ce que ce soit un mot en Kinyarwanda, et voilà pourquoi Murabeho. Oui. Murabeho est un roman de 283 pages. En fait, d'ailleurs, nous inviterons
à ceux qui nous suivent de lire ce livre. Mais de quoi est-il question globalement dans ce livre? Un peu de mots. Alors, ce livre, il raconte une affaire qui est l'affaire Didot et Maillère. Didot et Maillère, c'était qui? C'était deux gendarmes qui étaient des coopérants français et qui donc étaient là en 1994. Et ils ont été assassinés et leur corps a été retrouvé dans le jardin de la maison des Didot. Je tiens à préciser qu'il y avait aussi la femme d'Alain Didot, qui s'appelait Gilda. Et donc ces trois Français, ces trois ressortissants français, ont été assassinés au tout début du génocide. Je ne vous donne pas la date parce qu'il y a beaucoup de mystères autour de cette date. C'est pas bien connu. Non. Il y a eu plusieurs hypothèses. Il y a eu, on va dire, entre le 6 et le 8 avril 1994, avec beaucoup de certitude. Et donc, ce qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est donc que leurs corps ont été ensevelis dans le jardin des Didot. Et à ce moment-là, les militaires français qui étaient à l'aéroport, ne pouvant pas se rendre dans la zone où se trouvait la maison des Didot, ont demandé à un casque bleu qui s'appelle Jean Thierry de pouvoir récupérer ces corps. Et c'était à Kanambé? C'était exactement à Kaïchirou. Oui. Voilà. Et donc à ce moment-là, Jean Thierry a pu y aller. Il y a été une première fois, il n'a rien trouvé. Donc il a prévenu les militaires français pour leur dire « Écoutez, j'ai cherché dans toute la maison, je n'ai rien trouvé ». Et là, on lui a dit à la radio, il faudrait chercher autour de la maison et plus largement dans le jardin. Et c'est effectivement dans le jardin qu'il va retrouver tous les cadavres sous une fine pellicule de terre. Oui. Et puis donc, il va pouvoir ramener ces corps à l'aéroport. Ces corps vont repartir vers la France. Mais c'était à ce moment-là dans le cadre de l'opération Amaryllis, donc qui visait à évacuer les ressortissants français au tout début du génocide. Oui. Et donc, la procédure faisait qu'il y ait une escale à Bangui pour tous les ressortissants français, et donc également pour les corps de Didot et Maillère, et donc de Gilda. Oui. Et lors de cette escale, de faux certificats de décès ont été émis pour des questions que l'on ignore, et de manière assez absurde, puisque ces certificats de décès indiquent que leur mort est provoquée accidentellement par balle. Alors je ne sais pas comment on peut mourir accidentellement et être ensuite enseveli dans un jardin, mais en tout cas c'est ce qui est attesté sur les certificats de décès. Voilà, en quelque sorte, l'affaire Didot et Maillère, qui ensuite n'a jamais été élucidée, on ne sait toujours pas, 30 ans après, comment ils ont été assassinés, par qui, pourquoi, il y a beaucoup de mystères autour de ça. Oui. Et donc, pour le journal Le Monde pour lequel je travaille, en 2022, j'avais fait une enquête, et donc j'ai eu envie ensuite d'approfondir cette enquête et de la faire connaître au plus grand monde, au plus grand nombre de personnes, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Oui. Mon Abéro, c'est un livre sous forme de roman. Pourquoi avoir choisi cette forme? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, comme je l'ai dit, parce que je pensais que la forme romanesque pouvait permettre de faire connaître le livre au plus grand nombre. Donc c'était aussi dans ce but-là. Et puis ensuite, il faut savoir que quand on mène une enquête comme ça, eh bien c'est un peu comme un puzzle. C'est-à-dire que les pièces du dossier vont arriver, mais pas forcément dans l'ordre où on le souhaite. Donc il y a des pièces qui vont trouver tout de suite leur emplacement, et d'autres qu'il va falloir mettre de côté et insérer un peu plus tard. Et je pensais que l'avantage du roman, c'était de pouvoir permettre de faire une enquête journalistique, mais de faire en sorte qu'un personnage renvoie vers un autre, puis vers un autre, puis vers un autre, de manière comme ça à créer une intrigue. Et c'est pour ça que j'ai pensé que la forme romanesque était plus adaptée dans le cadre d'un livre. Mais je tiens à préciser une chose très importante. Oui. Tout ce qui est dans le livre qui concerne l'affaire Didot et Maillère est absolument vrai. Les lieux, les noms, les dates, les personnages, etc. Ce qui a été un peu romancé, ce sont les deux journalistes qui mènent cette enquête. Oui. Le premier s'appelle Martin Pietri, et c'est un Français d'origine corse. La deuxième, elle est rwandaise, elle s'appelle Paradis Kairanga, et c'est elle véritablement qui va mener cette enquête. Oui. Un livre que vous sortez 29 ans après le génocide. Pourquoi avez-vous voulu faire connaître cette vérité 29 ans après les faits? Parce que 29 ans après, on ne sait toujours pas qui a assassiné ces deux gendarmes et donc l'épouse de l'un d'eux. Et il se trouve que j'ai rencontré leur famille. J'étais il y a quelques semaines encore dans le sud de la France où vit le fils de René Maillère, qui s'appelle Christophe Maillère. Et je peux vous dire que sa souffrance
est la même qu'il y a 30 ans. Il souffre pourquoi? D'abord parce que son père a été assassiné. Il avait 25 ans à cette époque-là. Oui. Deuxièmement, parce que 30 ans après, il ne sait toujours pas qui a tué son père. Donc les circonstances sont toujours inconnues. Totalement inconnu. Et troisièmement, il a bien compris qu'il y avait quelque chose de très opaque, de très mystérieux autour de la mort de son père, et que donc on lui cachait quelque chose. Et c'est ça qui renforce encore plus sa souffrance. Je vous ai donné, pour le cas des Maillère, la famille de Didot, pareil, je les ai rencontrés. Eux, ils vivent dans l'est de la France, donc à environ 300-400 km de Paris. Je les ai rencontrés aussi. Et je peux vous dire que c'est une famille qui a été totalement décimée par la mort de Gilda et donc d'Alain Didot, dans des conditions, et aujourd'hui encore, ils en souffrent, et ils me disent, je ne pourrais pas mourir sans connaître la vérité sur ce dossier, sur cette affaire. Oui. Et les circonstances autour de la mort de ces gendarmes français restent donc inconnues. Bien entendu, il y a ceux qui détiennent la vérité, qui connaissent la vérité sur cette affaire. Mais est-ce qu'on pourrait faire un lien entre la mort de ces deux gendarmes avec la mort de l'ancien président Habyarimana? Est-ce qu'ils y sont pour quelque chose? Écoutez, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne le sais pas. Très sincèrement, je ne le sais pas. Oui. Je ne sais pas qui a abattu l'avion du président Habyarimana. Qui a tué non plus ces deux gendarmes. Hein. Et je ne sais pas non plus qui a tué ces deux gendarmes. Mais peut-être il y a des indices qui... Mais il y a peut-être des liens. D'abord, pourquoi? Par exemple, Alain Didot avait dans sa maison du matériel qui pouvait permettre d'écouter ce qui se passait, y compris à l'aéroport. Oui. Donc on peut supposer qu'il a entendu des conversations qui auraient pu permettre d'identifier le commando. Et c'est donc pour ça qu'il a été abattu. Quant à René Maillère, lui vivait à Canambé. L'enquête du juge Marc Trévidic a montré que les tirs qui ont abattu l'avion venaient de Canambé. Donc on peut supposer que René Maillère se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment et qu'il a entendu quelque chose, et c'est donc pour ça qu'il a fallu l'éliminer. Voilà. Donc on peut comme ça supposer, mais on n'a pas la preuve absolue, formelle, disant que la mort de Didot et Maillère est liée avec l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Et justement, comme vous me le disiez, ils ne sont pas les seuls à être abattus à ce moment-là. On parlait aussi de... Absolument. Il y a aussi le jardinier des Didot, qui portait d'ailleurs votre prénom. Il s'appelait Jean Damascène, Mourazira, et lui aussi a été assassiné, et son corps a été retrouvé avec Alain et Gilda Didot, donc dans un coin du jardin. Celui de René Maillère était à environ une dizaine de mètres un petit peu plus loin. Mais effectivement, il y a aussi un Rwandais qui a été assassiné dans cette affaire, dont on ne sait rien. Donc on supposait que peut-être il s'agit d'une tentative d'effacer toutes les traces. C'est ce qu'on se rend... Voilà, l'enquête ne dit pas qui les a tués. Mais cette enquête permet de montrer que tout a été fait pour ne pas qu'on sache. Par exemple, lorsque les corps ont été rapatriés donc, en France, des gendarmes, des militaires français sont allés voir la famille Didot pour leur demander de ne pas porter plainte, au nom de la gendarmerie, au nom de la responsabilité de la France, etc. Donc ils n'ont pas porté plainte. Et puis, le livre, l'enquête montre aussi qu'il y a eu un député français qui a demandé l'ouverture d'une enquête, d'une instruction judiciaire en France. Mais que cette demande n'a jamais abouti. Alors que si les magistrats avaient décidé qu'il ne devait pas y avoir d'enquête, il y aurait dû y avoir un courrier retour disant « on estime qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir une instruction ». Or, ce retour n'a pas été fait. Donc là encore, on peut se poser des questions. Et ça interroge. Les représentants de différentes branches du club Rotary Rwanda se sont réunis à Kigali dans le cadre d'un atelier d'une journée visant à faire connaître le fonctionnement de cette organisation au niveau national et au niveau international dans le cadre des activités qui s'effectuent de charité. Les participants à cette formation ont également acquis une expérience leur permettant d'obtenir un soutien dans des projets visant à aider les Rwandais à améliorer leur vie d'une manière durable. Votre réaction dans cette classe? Quel objectif?
Bonjour, je suis le PDG Jean-Pierre Lassénie-Dubose, je viens du Gabon. Je suis venu ici pour superviser l'organisation de ce séminaire qui concerne tous les membres de la famille rotarienne au Rwanda. Indépendamment de notre volonté, on ne peut pas continuer avec cet élément. On revient tout à l'heure avec le journal international. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Avec toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Avec Amandine Dikouma-Sabo, à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.